On n'a pas de dirigeant, on n'a jamais eu de dirigeant. On est dirigé par le diable, je suppose. Excusez ceux qui m'écoutent, mais c'est une force maléfique. Je peux pas trouver de mots parce que c'est indescriptible. Ce sont nos enfants qui auraient dû avoir un violon ou un piano en main, qui ont des Uzi. Et quand tu entends maintenant qu'ils sont en train d'incendier des écoles et des écoles, toutes les bibliothèques, la Bibliothèque nationale. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de mots. C'est l'extinction de notre société. L'une de nos plus grandes richesses, c'est notre art et notre culture. Si ce n'est pas notre plus grande richesse. Écoute, il y a beaucoup de pays qui ont quoi? Qui ont le pétrole, qui ont des industries, voilà. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui se vend le mieux à l'étranger? Qu'est-ce que tu vois partout dans la Caraïbe? C'est notre artisanat. C'est ça notre pétrole. C'est ça notre richesse. Aujourd'hui, nous sommes avec Sybille Denis-Touat, qui est musicienne, créatrice de bijoux, qui va nous parler de sa famille, une grande famille de musiciens. Il y a la maman, Micheline Lodin-Denis, il y a aussi le petit frère, Raoul Denis Junior, qu'on connaît plutôt sur le nom de Tira. Et puis, il y a le père qui a créé la boîte à musique en 1956. Cette boîte à musique qui était le carrefour incontournable, passage obligé pour tous les artistes du pays. Aujourd'hui, la famille a dû quitter Haïti parce que la violence y a pris une proportion extraordinaire, exagérée. Donc la famille se retrouve exilée. La maman qui a toujours voulu rester en Haïti se retrouve aujourd'hui en République dominicaine et les autres enfants un peu partout ailleurs. Sybille Denis-Touat revient sur cette histoire de sa famille, mais aussi nous parlera de son livre Haïti, créateur de rêves. Je vous laisse suivre cette interview qu'elle nous a accordée dans les studios de Haïti Inter. Bonjour Sybille Denis-Touat, merci d'être avec nous à Haïti Inter. Bonjour à toi Tcheita et bonjour à Haïti Inter, je suis ravie d'être avec vous, vraiment. Alors Sybille, tu es créatrice de beaux bijoux d'ailleurs que tu portes. Il n'y a pas meilleure ambassadrice que toi pour présenter tes bijoux. Il y a ce beau vévé que tu portes en collier, puis il y a cette belle bague que tu montres à nos amis. Alors si vous voulez, vous saurez où la trouver pour passer vos commandes. Oui. Parce qu'elle est créatrice de beaux bijoux. Mais Sybille est aussi musicienne, elle donne des cours de piano à des enfants, fait des ateliers, tout ça. Elle est plasticienne, elle est artiste comment tu dis? Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Oui. Alors là, on peut mettre plein de choses dedans. Oui. Et puis, à un moment donné, Sybille a choisi de mettre les artistes designer en avant, et pour ce faire elle a sorti un très beau livre, mais ça on en dit trop. Sybille, comment ça va? Super bien, enfin super bien avec toi, mais bon, tu sais que la situation est très préoccupante pour nos compatriotes, donc c'est sûr que c'est difficile d'accepter cette situation, mais il faut qu'on porte l'espoir et comme on a la chance de pouvoir continuer malgré les événements, ce qu'ils ne peuvent pas toujours faire en Haïti. Donc il faut qu'on soit là pour les porter, pour leur donner espoir, pour leur redonner confiance et avancer. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui, à l'espoir. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, là, on va espérer. Sybille Denis, alors quand on veut parler de toi, si on veut parler de toi, il faut commencer par le commencement. Il faut parler de tes parents un peu quand même. Hein. Oui. Parce que pour que tu deviennes cette musicienne que tu es, cette artiste que tu es dans l'âme aussi, et il a fallu qu'il y ait des parents qui vous ouvrent la voie. Absolument. De ta maman ou de ton papa, laquelle a ouvert la voie en premier? Bon, je pense que c'est tous les deux, parce que ce couple-là, plus uni que ça, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas les dissocier. Et puis nous, on a toujours vécu avec ces deux-là, toujours ensemble. Et donc, je pense que
voilà, toute notre histoire est partie de ces deux êtres magnifiques qui ont porté vraiment la musique et l'art en général, puisque depuis petite, tous mes souvenirs baignent avec la musique. Et chez nous, c'était le passage obligé de tous les musiciens, quelle que soit leur origine, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui passaient aussi chez nous, et puis évidemment tous les genres musicaux aussi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés chez nous. Donc depuis toujours, si tu veux, depuis petite, je baigne dans la musique. Je me souviens peut-être le souvenir le plus lointain que j'ai eu, c'est que j'avais deux priorités chez moi, c'était mon oreiller et mon pouce sous le piano de ma maman. Donc c'est là que je m'endormais quand j'étais petite. Donc tu t'imagines les vibrations de ce piano à queue. Je vibrais avec tous ces compositeurs depuis très longtemps. Et puis c'est pas tout. Comme mes parents sont des gens extrêmement généreux, et il y avait toujours non seulement les musiciens, mais les amoureux de la musique, donc les intellectuels, les poètes, les écrivains, les peintres. En fait, tous les artistes, tous azimuts venaient à la maison et prendre un petit peu du concert qui allait se passer, etc. Voilà, c'était une ambiance absolument tout le temps chaleureuse, et enfin, ce sont des gens qui sont très très ouverts. En fait, je parle au passé pour mon papa, mais au présent aussi pour ma maman, parce qu'elle continue avec cette générosité de recevoir les jeunes maintenant, les jeunes musiciens qui la visitent tout le temps. Alors voilà, c'était cette ambiance-là. Donc on a voulu toujours reproduire ceci. Cette générosité, ce désir d'aller vers les autres, de les montrer, de faire de la musique ensemble, tout ça, voilà, c'est des choses qui sont tellement merveilleuses de partager tout ça que on a toujours eu envie de retransmettre cet héritage. De toute façon, voilà. Toi, Sybille, et ta sœur Pascale, vous allez mettre à exécution des programmes, si on peut, pour parler de la transmission, parce que vous avez reçu, vous allez donner, et ta maman continue de donner. Mais toute cette passion de la musique, avant qu'on en vienne à toi particulièrement, tout cet environnement musical où on a l'impression que chaque pas que vous faites est exécuté par la sonorité d'une note de votre maman, a donné quand même naissance à un truc, je dis un truc, mais c'est trouver le mot en fait exact pour parler de, ça va donner la naissance d'un truc extraordinaire qui va s'appeler la boîte à musique. Ah oui. Cette boîte à musique. Ah oui. Alors l'histoire de la boîte à musique est une histoire d'amour en fait. Parce que mon père, avant d'avoir la boîte à musique, avait une petite boutique d'alimentation. Donc voilà, il avait son petit market, comme on dit, mini market en Haïti. Et quand il a rencontré ma maman, qui était vraiment l'amour de sa vie, parce qu'ils se connaissaient déjà bien avant, puisqu'il a suivi son parcours quand elle est partie faire ses études aux États-Unis et en France. Et voilà, il a suivi son parcours parce que c'était un bon ami de mon grand-père en fait. Donc voilà, il s'informait toujours de la petite Micheline jusqu'à ce que la petite Micheline devienne grande et que ce soit, bon, déjà qu'il était passionné de musique, donc pour lui, voilà, la petite Micheline devenue grande est devenue sa passion. Et voilà qu'ils se sont mariés. Et mon père, il s'est dit, c'est pas possible, je ne peux plus continuer à avoir ma petite boutique d'alimentation et avoir une femme pianiste. Donc c'est de là qu'est née cette idée d'avoir donc la boîte à musique et de vendre donc de la musique pour pouvoir être complémentaire à sa femme pianiste. Parce qu'il ne jouait pas, lui, d'un instrument? Pas du tout. Il ne jouait pas, mais c'est un mélomane très averti.
très, très, très averti. Une oreille incroyable, et puis il connaissait tous les grands interprètes. C'était vraiment un mélomane très averti. Donc, disons qu'il a été un guide tout au long de la carrière de ma mère. Parce qu'il pouvait tout le temps comparer ses interprétations à de grands interprètes, dire ah non, Richter, c'est pas comme ça, ou Barenboim, mais c'est comme ça, ou tu vois, ou Philippe Entremont, il a fait ce passage comme ça. Donc, voilà, donc il comparait, et puis ma mère était toujours très attentive à ce qu'il donnait comme conseil, parce que lui aussi, comme je te dis, ils étaient très fusionnels, hein, très très fusionnels dans la musique, ils écoutaient beaucoup, et puis avec la boîte à musique, c'était beaucoup plus simple, parce qu'ils avaient vraiment toute la discographie à leur disposition pour pouvoir justement comparer tel interprète à telle interprétation, etc. Donc c'était tout le temps comme ça, et je préfère cette interprétation à celle-là, et puis voilà, donc c'est comme ça que ma mère avançait dans sa carrière pianistique, et puis que ça l'a beaucoup enrichi, parce qu'après on a vu le parcours qu'elle a eu avec ses concerts internationaux, etc. Et surtout elle a fait couler beaucoup d'encre et de plumes assez impressionnantes, je pourrais dire. Donc je pense que tout ça c'est un tout. Et donc c'est comme ça qu'est née la boîte à musique, à partir de cette histoire d'amour. Et puis voilà, donc... Sauf que la boîte à musique, certes, est arrivée de cette histoire d'amour, mais elle n'est pas restée à l'intérieur. Elle a ouvert ses portes à toutes les autres personnes amoureuses de la musique. Absolument. Ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que à cette époque, comme... Bon, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se perdent, mais être disquaire, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était un métier à part entière, et qui demandait beaucoup de culture, beaucoup d'écoute, une oreille avertie pour pouvoir justement guider les autres. Et on venait à la boîte à musique pour ses conseils. Les conseils de Monsieur Denis étaient incroyable. Il y a beaucoup de gens qui disaient bon, j'aime bien écouter ceci et cela, mais est-ce que vous pouvez nous guider? Et ça a été un cheminement, un parcours. Il a eu des clients qui sont revenus souvent, parce que justement mon père les guidait pour qu'ils puissent faire leur discographie, etc. Leur donner des conseils sur justement les interprétations, et puis il avait toujours le top, hein. Ça veut dire le top, ça veut dire il lisait beaucoup Le Monde de la musique, enfin vous voyez toutes ces magazines que nous avons sur la musique en France. Eh bien il était abonné à tout, Diapason, Le Monde, tout ça, c'était à la maison, on avait tout ça, et il lisait beaucoup les reviews, les revues sur les interprètes et tout ça, pour pouvoir mieux conseiller ses clients. Donc ses clients étaient très fidèles à lui, parce qu'il était comme en fait un professeur. Voilà, il était comme un professeur. Mais ça ne s'arrêtait pas là, parce que la musique classique c'est mais la boîte à musique c'était plus que ça. Il y avait les conseils qui étaient essentiels pour les clients, mais il va y avoir les artistes aussi. Ah oui, le passage des artistes, la petite boîte ne désemplissait jamais. Il y avait toujours aussi tous les musiciens, tous genres musicaux confondus. Et Yoteremé, Père Denis, il avait un charisme incroyable, parce que dans un sens, il faisait un petit peu peur avec sa pipe, il impressionnait certaines personnes, mais d'un autre côté, c'était quelqu'un de tellement généreux qu'une fois qu'on avait passé ce cap, on découvrait quelqu'un de timide en fait, hein. Il était un petit peu timide, mais il avait un regard toujours intéressé aux autres. Toujours beaucoup d'intérêt, que ce soit un coupé cloué, un petit Paris, la musique folklorique, il connaissait très bien la musique folklorique d'Haïti,
en fait, tout ce foisonnement, parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément de groupes, Racine, de groupes de musique folklorique, le Chœur Simidor, depuis, je sais pas, moi j'ai le souvenir de Martha Jean-Claude, puisque pour nous endormir, on écoutait les chansons de Martha Jean-Claude. Donc, tout, bon, Martha, bon, je l'ai connue un petit peu après, oui, mais tout ce qui est musique, musique racine, musique vaudou, il y avait un foisonnement d'artistes incroyables qui défilaient à la boîte à musique et puis qui enregistraient aussi. C'est ça que je voulais te demander. Que venaient chercher les artistes à la boîte à musique? Bon, ils venaient toujours pour des conseils. Parce que quand ils enregistraient, ils avaient toujours besoin d'un avis. Que ce soit de mon père, que ce soit de ma mère pour certaines choses, hein, pas pour couper clouer par exemple, mais le Chœur Simidor, ou bien Tiparis, ou bien Amos Coulange, ou bien Claudette et Tipierre par exemple, ils avaient toujours ce besoin de communiquer, donc, ou soit surtout avec mon père, puisque c'est lui qui était à la boîte à musique, mais pour connaître la vie de Pédeni. Qu'est-ce qu'il donnait son aval? Est-ce que c'était bien ce qu'il faisait? Est-ce que, voilà, et ils adoraient mon père. Ils adoraient mon père parce qu'ils recevaient beaucoup aussi de lui, voilà. Est-ce que ça veut dire que de disquaire, conseiller, amoureux de la musique, l'espace, la boîte à musique va devenir un espace aussi d'enregistrement d'artistes? Pas vraiment, mais chez mes parents, oui. Chez mes parents, oui. Parce que tu sais, à l'époque de Duvalier, c'était très compliqué déjà de se réunir, parce que, et je peux dire que mes parents, ils ont défié Duvalier à un moment, hein, parce que tu n'étais pas autorisé à avoir 2 ou 3 personnes à l'intérieur d'un même espace. Il interdisait les rassemblements. Donc 3 personnes, c'était déjà beaucoup. Donc le début de la carrière de ma mère a été très... Enfin, je fais un petit peu de coq à l'âne pour retourner dans le contexte. Donc c'était très difficile de se montrer en public à cette époque-là. Jusqu'en 1964, si je me souviens bien, où ils ont carrément défié Duvalier et ils ont fait un premier concert qui a eu lieu, je crois que c'était un trio Fritz Benjamin, ma mère et Durand, comment il s'appelle déjà? Robert Durand, le violoncelliste, violoniste Fritz et ma maman. En 1964, c'était le premier concert qu'ils ont donné au Paramount, défiant Duvalier. Ça s'est bien passé? Ça serait tellement bien passé que la salle était comble à craquer, qu'il y avait des gens debout dans la salle, et c'était Paramount, c'était quand même une salle assez grande, et que après, alors là, la presse a envahi le truc, ils ont eu des éloges comme c'est pas possible, et c'est comme ça qu'a commencé le mouvement du festival. Ils ont, enfin, déjà Pro Musica, la licence de leur association Pro Musica, et qu'ils ont commencé à faire aussi, ils ont mis en œuvre donc le festival de la musique classique. Qu'a dit Duvalier dans tout ça? Eh bien justement, je ne saurais jamais, mais j'ai l'impression que malgré sa grande méchanceté et tout ce qu'on peut dire de lui, j'ai l'impression que l'art était dans un cocon, qu'il ne touchait pas à l'art. Et j'ai l'impression que tout ce foisonnement qu'on a eu à cette époque autour de l'art, c'était comme un échappatoire.
parce qu'il a tellement vu que c'était quelque chose de positif. Et puis, il ne faut pas oublier qu'après, il y a eu beaucoup de tourisme et que le tourisme était friand d'art, de musique, de notre terroir, de notre folklore, etc. Donc, ça faisait marcher aussi une bonne réputation. Voilà, et ça faisait oublier beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc il avait besoin des artistes. Bon, c'est mon opinion, hein, mon humble opinion. Donc c'est pour ça qu'on a été préservé. Je pense qu'on a été très 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 chanceux d'être dans ce cocon. Ouais, donc. Oui. Et les enregistrements, tu me disais, donc les premiers enregistrements se sont faits chez moi en catimini, ça veut dire vraiment, parce qu'on avait quand même peur, tu vois, des Tonton Macoute, etc. Et quand tu vois des grands artistes comme Mano et Marco, par exemple, qui sont des musiciens engagés, c'était impossible pour eux d'aller être enregistrés dans une station de radio ou quelque chose comme ça, et en public, enfin plus public que le privé de la maison de Denis, quoi. Donc oui, il y a plusieurs musiciens qui sont venus enregistrer à la maison, chez mes parents. Donc il y avait une sorte d'engagement aussi à ce niveau-là, on peut dire. Il y avait la passion de la musique, oui, mais il y a un engagement aussi absolument permettant aux artistes de pouvoir s'exprimer. Absolument, c'est exactement ça. Et puis quand mon père sentait qu'il y avait vraiment quelque chose derrière de puissant, un message, des talents aussi. Donc il fallait préserver tout ça, même si c'était en cachette. Mais il fallait préserver tout ça, donc par les enregistrements et tout ça, voilà. D'accord. Sibylle Denis-Touat, est-ce que tu peux nous dire à quel moment, parce que cette petite boutique dont tu parlais, s'est transformée. Est-ce que tu as la date? Parce que je sais que bon, les dates, on les oublie. Mais est-ce qu'au moins cette date, tu l'as, la création de la boîte à musique? Ah oui, c'était en 1956. C'est la date du mariage de mes parents. Parce que mon père ne voulait pas que ma mère se marie à un boutiquier. Donc il fallait qu'elle se marie avec quelqu'un qui avait un magasin de musique. Qu'est-ce que ne fait pas l'amour, hein? Qu'est-ce que ne fait pas l'amour? Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que la boîte à musique, c'est une grande histoire d'amour. Et puis, parallèlement, en même temps, tout ce qu'on veut, ta maman, qui évolue. Ah oui. Parce que, comme je te dis, voilà, ça a toujours tout été... S'implique. Oui, tout s'implique. Tout s'implique. Voilà, elle a eu la chance d'être invitée, par exemple, à des concerts sous l'égide de l'OEA. Donc, elle a fait des tournées magnifiques dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine. Et puis, c'était vraiment l'apothéose parce qu'elle a eu énormément, elle a fait couler beaucoup d'encre dans tous les journaux du Chili, du Brésil, du Venezuela, de l'Argentine. Vraiment, ça a été une tournée extraordinaire. Et puis, en plus, il y avait des concerts aussi de ProMusica, puisqu'ils invitaient. Ils invitaient aussi des musiciens étrangers, comme le Sonny Ventorum, par exemple, comme Odno Pozov, un grand violoncelliste qui est venu jouer avec ma mère en trio, avec Fritz Benjamin. Il y a eu énormément d'artistes étrangers à passer, parce que le festival, justement, ouvrait les portes aux étrangers, aux musiciens étrangers qui voulaient venir en Haïti. Donc, là, on a eu un foisonnement de concerts extraordinaires tous les ans au festival. Et c'est là qu'il y a eu des musiciens aussi qui étaient expatriés, qui sont venus rejouer en Haïti. Donc il y avait eu des concertos pour 2 pianos, pour 3 pianos, pour 4 pianos, avec Liliane Kettel, avec Guy Scott, avec Marie-Maude Boisette, tous ceux qui... Voilà,
c'était extraordinaire de voir tout ça. Et puis, parallèlement, quand elle était invitée à l'étranger, eh bien, elle se préparait aussi à partir pour cette tournée voilà, à l'étranger. Mais toujours, retour à la maison, Haïti. Chaque fois qu'elle partait, elle revenait. Ta maman, Sybille, a son ancrage en Haïti. Ouais. Je l'ai dit au début, que cette famille qui avait tout son ancrage en Haïti, pour toutes les raisons que tu connais, est obligée aujourd'hui de s'éparpiller entre toi qui te trouves en France, avec ta petite famille, ta maman qui a dû quitter Haïti en catastrophe d'une certaine manière, tu vas nous l'expliquer, pour aller vivre en République dominicaine, Tira qui doit se trouver à New Jersey, Pascal qui est avec ta maman, oui, et Maxence aussi. Oui. Donc, on a une famille éclatée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la famille se retrouve éclatée aujourd'hui? Il y a beaucoup de familles qui se retrouvent éclatées aujourd'hui, mais on ne parle pas des autres familles, on parle de la famille Denis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là, c'est... Alors, c'était un choix très difficile parce que ça devenait... Bon, il faut dire que ma sœur Pascal, c'était vraiment une bouée de sauvetage parce que ça fait longtemps. D'ailleurs, son mari est dominicain, ses enfants sont dominicains. Ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, plus de 40 ans maintenant. Donc, elle a fait toute sa vie en République dominicaine et on a eu, je fais du coq à l'âne, mais beaucoup d'interactions avec la République dominicaine au point de vue artistique et culturel. Donc, le terrain était déjà préparé pour pouvoir continuer, enfin, pas continuer, mais traverser de l'autre côté de la frontière si ça n'allait pas. Et nous l'avons fait pendant des années parce que on a eu beaucoup de comment dirais-je, de catastrophes qui se sont passées avant cette période-là. Déchoucage de 1996, déchouqué entièrement la boîte à musique. 2004, ça a été le kidnapping de mon mari. Et 2018, ça a été un deuxième déchoucage. Enfin, déchoucage, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire une mise à sac totale de la boîte à musique. Donc, on a perdu beaucoup d'archives, les instruments de musique, etc. Moi, j'ai fait un coup à l'âne. Mais nous ne... Par rapport à mon père, on n'a jamais voulu... Parce que ça lui faisait tellement mal de voir son enfant mourir comme ça. Et mon mari, qui est très commerçant, a toujours dit, Monsieur Denis, ne vous inquiétez pas, on reprendra la boîte à musique, on la fera revivre, ne vous inquiétez pas. Même que il n'y avait plus rien, ils avaient tout brûlé, cassé. Les guitares, les violons, les violoncelles, les instruments à vent, tout avait été complètement ravagé. Et mon père, vraiment, je pense que ça l'a mis à terre. Donc, la transition s'est faite vraiment graduellement parce que, après le kidnapping de mon mari en 2004, nous sommes partis avec mon fils vivre en République dominicaine. On faisait le va-et-vient, on continuait. Mais on a ouvert une boîte à musique en République dominicaine pour mon père. Pour qu'il voie, et il est venu plusieurs fois nous visiter. Il était fier que sa petite boîte puisse continuer quand même en République dominicaine, bien qu'on avait quand même... une autre succursale, toujours à Pétionville et à Delma. Donc c'est celle de Delma qui était très importante, qui a été complètement mise à sac une deuxième fois. C'est un pays en crise, avec tous ces coups d'État, etc., etc. C'était tellement l'instabilité. Mais ma mère a toujours voulu rester en Haïti. Toujours, jusqu'à ce qu'en 2018, enfin c'était le coup de grâce, elle ne pouvait plus respirer, elle ne pouvait plus les gaz lacrymogènes, etc. On a dû l'évacuer en hélicoptère. Et là, on a dit, maman, c'est fini, on ne peut pas te laisser. Elle avait quand même 90 ans.
Donc, là, et pourtant, elle va avoir 95 ans. On va fêter ses 95 ans. Et tu vois, quand tu as une mère comme ça, tu n'as pas le droit de te dire, tu ne peux pas y arriver, c'est trop difficile. Quand tu vois la résilience de ma mère et son courage, et parce que finalement, ça a été sa décision aussi, parce qu'elle a dit que je ne peux plus, je ne reconnais plus mon pays. Je ne peux plus rester avec ces gangs, avec ces gens elle ne comprend plus son peuple, elle ne comprend plus, puisqu'ils avaient tellement l'habitude de recevoir tout ce monde à la maison. Hein, c'était des artistes, des artisans, c'était des musiciens, etc., etc. Ceux-là, ils ont des fusils, donc on peut pas, des Uzi, on ne peut pas les inviter à la maison, c'est pas possible. Donc, ça a été un choc pour elle, bon, qui s'annonçait, hein, puisque la dégradation a pris beaucoup d'années, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle n'en peut plus. Parce qu'elle voyait aussi que c'était un souci pour nous. Puisqu'on était pour un oui ou pour un non, on était obligé de venir la chercher, partir avec elle, et voilà. Donc voilà, un va-et-vient. Et comme la boîte à musique venait d'être mise à sac encore, là elle s'est dit non, on ne va pas attendre une autre fatalité, il vaut mieux que je parte pour... Mais je pense qu'elle a pensé à ses enfants avant elle. Parce que si c'était pour elle, elle serait restée peut-être. Donc aujourd'hui, ta maman vit en République dominicaine. Oui. Comment elle va? Ça va parce que, comme je te dis, elle a une faculté extraordinaire de résilience. Attention, moi je ne rentre pas dans la politique, mais dès qu'il s'agit de la culture et de l'art haïtien en République dominicaine, je le dis haut et fort pour qui veut l'entendre, nous sommes très respectés. Ils ont une admiration sans borne pour tout ce qui est culture, art haïtien. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas faire de la politique, mais ils ne le montrent pas de cette façon. Parce que bon, la politique, oui, mais si tu vas dans le monde culturel, oui. Ok. Ouais, dans le monde culturel, oui. Ouais. Les Denis, c'est la boîte à musique, cette boîte à musique qui va subir un petit peu les conséquences des mouvements sociopolitiques avec un pays instable depuis des décennies. Là, on ne peut plus parler de quelques années, c'est vraiment des décennies. Il y avait cette instabilité, il y avait cette peur, il y avait cette dictature avec les Duvalier. Il y a eu le départ des Duvalier, mais ce départ a ouvert la voie à tellement d'instabilité que tout y passe. Tous les gens, les monuments, tout. Notre patrimoine est complètement en très très mauvais état, en très piteux état. Ravagé, complètement ravagé. Et malheureusement, le plus gros, comment dirais-je, la chose la plus qui fend le cœur, c'est ce manque d'éducation, parce que la population n'a pas cette éducation pour pouvoir comprendre la valeur de ce qu'ils ont. C'est ça qui est le pire, tu vois, c'est ça qui fait le plus mal au cœur. Et quand tu entends maintenant qu'ils sont en train d'incendier des écoles et des écoles, toutes les bibliothèques, la Bibliothèque nationale. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de mots. C'est l'extinction de notre société. On n'est pas là pour faire de la politique. Non. La famille Denis, c'est Tira. Ouais. Tira, c'est bisous sur Télémac. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tira, c'est DP Express, donc encore la musique. Ah, c'est un grand soleil, c'est une lumière, Tira. Il arrive ici et tout de suite, tout est bonheur, joie, rigolade, parce qu'il a un grand sens de l'humour. Et c'est pour ça que, voilà, il est très charismatique, tout le monde l'adore. Voilà.
Oui, et Tira. Très récemment, on a vu passer, et je crois que tu m'as fait suivre aussi, son coup de gueule à Tira, aux membres. On veut éviter la politique, mais c'est impossible, Sybille, d'éviter la politique dans notre situation, dans la situation. Oui, parce que tout ce qu'on construit, qu'on a mis des décennies à construire, systématiquement est détruit. Systématiquement. Donc, c'est vrai qu'on a recommencé, mais à un moment, on ne peut plus recommencer. On n'a plus les ressources, on n'a plus l'âge, on n'a plus l'envie, parce que dans un désert pareil, où tu n'as que du négatif et de la violence, c'est impossible de reconstruire. Tu vois, c'est carrément faire table rase et recommencer à zéro. Mais on n'a pas de dirigeant, on n'a jamais eu de dirigeant. On est dirigé par le diable, je suppose. Excusez ceux qui m'écoutent, mais c'est une force maléfique. Je peux pas trouver de mots, parce que c'est indescriptible ce qui se passe. C'est pas des humains que nous avons, qui nous dirigent, c'est pas possible. C'est pas possible d'être complètement aveugle et ne pas avoir d'empathie pour ce qui se passe dans ton propre pays. C'est pas possible. Ce sont nos enfants qui auraient dû avoir un violon ou un piano en main, qui ont des Uzi. Parce que ça aussi, on l'a fait. Mes frères et sœurs, ils ont été directeurs de l'INAMU, l'Institut national de musique instauré par Martelly, mais qui n'a pas duré non plus, pour 1001 raisons. Mais il y a eu jusqu'à 300 élèves qui étaient heureux de faire de la musique. C'était un programme social? C'était un programme social et qui a donné des résultats extraordinaires jusqu'à ce que, bon, il y a un autre dirigeant à qui ça ne plaisait pas. Tu comprends? Et puis voilà, toute bagaille tombée à l'eau comme d'habitude. Alors je parlais de Tira, c'est pour dire que, parce que toi tu dis qu'il n'y a pas de dirigeant, pourtant Tira a écrit à des gens qui sont censés être des dirigeants. Il a écrit, je n'ai pas le truc sous les yeux là, mais pour s'adresser aux membres du CPT, il leur disait quoi? Et qu'est-ce qu'il espérait? Alors, tu as pu lui parler à Tira, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, ça fait couler beaucoup d'encre, hein. Il y a beaucoup de réactions et tout ça. Bon, c'était un ras-le-bol, il a voulu s'exprimer pour montrer que franchement, je pense que il n'a pas mesuré non plus l'ampleur que ça allait avoir, parce que il y a beaucoup de réactions, on ne peut pas dire le contraire, parce que la population en a marre, et il y a beaucoup de gens qui s'expriment, qui expriment leur ras-le-bol. Mais venant de quelqu'un qui est plus public, un personnage public, c'est vrai qu'il y en a très peu qui prennent la parole. Donc je pense que c'est ce qui a un petit peu déclenché aussi tout ça. Mais qu'est-ce qu'il espérait? Il espérait donner une décharge électrique à ces gens pour leur dire, écoutez, si vous ne pouvez pas donner la place à quelqu'un d'autre, c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident, mais il voulait s'exprimer, il s'est exprimé. Maintenant, la suite, je ne sais même pas s'ils ont compris la gifle, parce qu'en général, quand ils sont là-haut, sur leur pédestal, tout ce qui se passe contre eux, il y a comme un paravent et puis ça ne les atteint pas. Hein, parce que ce qui les intéresse, c'est les intérêts. C'est les intérêts et les intérêts. Et il y en a beaucoup d'intérêts. On ne va pas se voiler la face. Il y en a 9 et ils sont bien lotis. Hein, c'est pas comme le reste de la population. Et ceux qui sont... Voilà. Donc, il fallait que ça sorte. Il fallait que qu'Haïti entière sache que Tira pas fait mes bouches. Tira gen bagay pour le dire, l'abdil. Voilà. Bon, comme ces gens ne sont plus atteints par quoi que ce soit, eh ben, il n'y a pas de réaction. Bon, mais quand même, il a fait son devoir patriotique et de citoyen. Et puis, bon, qui sait, peut-être que... Parce que c'est ça qu'on a remarqué aussi. Hein. Tu ne peux pas parler pour les autres, mais c'est vrai qu'avant, les artistes prenaient
parti pour le peuple et peut-être avec le peuple dans le combat, mais bon, peut-être que c'est parce que c'est un artiste qui a commencé la dérive. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est trop dur pour chaque Haïtien. C'est ça, c'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. On était beaucoup plus engagés, on a fait beaucoup de marches, hein. Nous tous, hein, on a participé à des révoltes, mais c'était des révoltes pacifiques. Maintenant, je pense que on a peur. Regarde la dernière manifestation, c'est ce qui a soulevé cette rage de Tira. Hein, parce qu'ils sont tirés sur la foule. Nous, combien de fois on est sorti dans la rue, hein, contre X, Y ou Z, je ne vais plus les citer parce que c'était aussi des ras-le-bol, mais on n'avait pas les Ouzis en face, tu vois. Maintenant, tout le monde a peur à cause de ça. Hein, tu ouvres la bouche et puis voilà, il y a des représailles qui arrivent instantanément. Tu comprends? Où on te brûle ton commerce, on te kidnappe, on kidnappe tes enfants, ta femme, etc. Et puis tout, voilà. Et donc ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué de prendre la parole comme ça et de s'engager sans penser qu'il y aura des représailles. C'est pas possible. C'est la loi de la terreur maintenant. Pourtant, à l'époque de Duvalier, on parlait déjà de la terreur. Les gens pouvaient mourir en prison. Les gens n'avaient pas d'espoir. D'ailleurs, il y a des gens qui ont péri, qui ont disparu, qu'on n'a pas retrouvés. Après Duvalier, il y a eu des régimes répressifs où on a eu des gens qui... Mais pourtant, il y avait toujours des gens debout. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Oh, c'est difficile à dire. Mais j'écoutais une réflexion, il y a quelqu'un qui dit Duvalier pas tant rien à côté de Mounsayo. Parce que c'est vrai, il a fait des choses atroces, mais c'était plus ou moins caché. Ici, là maintenant, c'est au coin de ta rue, c'est devant ta porte, c'est devant ton commerce, tu vas faire des provisions au marché, c'est devant chez toi que tu as des cadavres, tu dois passer par-dessus eux pour aller... Non, maintenant c'est devenu... C'est pire, c'est bien pire que tout ce qu'on a connu. Tu vois, arriver à cette dégradation, à cette violence, à cette agressivité. Et puis, écoute, il y avait à cette époque-là, il y avait quand même une certaine paix, dans le sens que les commerces fonctionnaient. Il y avait quand même un petit peu d'argent qui circulait, il y avait du tourisme aussi qui circulait. Là, tu n'as plus rien. Ça veut dire les commerces se ferment, tout le monde grand goût, tout est à la faillite. Tu vois, c'est plus du tout le même contexte. Du tout. C'est vrai qu'il y a eu des périodes, mais celle-là, je crois que c'est la pire de toutes. C'est la pire de toutes. Crois-moi, j'ai presque tout vécu. C'est la pire. Arrivé à ce stade-là, jamais on a connu ça. Jamais. Tu crois que c'est la pire parce qu'on va parler de toi, comment tu fais revivre tout ce qu'on perd. Hein. En fait, à ta façon, tu essaies de faire revivre tout ce qui est patrimoine. Oui. Est-ce que tu crois que c'est parce que ceux qui exercent la violence ne sont pas ceux qui exercent la violence aujourd'hui ne sont pas ceux qui l'exerçaient avant. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est les enfants pratiquement qui sont dans la violence. Absolument. Peut-être qu'ils ne mesurent pas C'est un plan macabre, pour te dire la vérité. Parce que si tu commences par détruire les écoles, donc tu mets tous les enfants dehors. Les parents, tu détruis leur commerce. Donc ils n'ont plus de ressources. Ça fait des tensions. Pas gain comme, pas gain manger. Les enfants sont dans la rue. On vient leur proposer toutes sortes de choses, comme tu sais. Comment veux-tu survivre? Comment veux-tu... Il n'y a plus d'école. Maintenant, il n'y a plus d'hôpitaux. Donc, ils voient leurs parents mourir, leurs sœurs, leurs voisins.
Écoute, la violence naît de cette survie. Et ceux qui sont au-dessus exploitent. Ils ont mis le pays dans cette situation pour pouvoir récolter toute cette enfance, cette jeunesse brisée qu'ils sont en train de convertir en kamikazes. C'est comme ça que je vois plus ou moins la situation. Mais il y a un plan macabre au-dessus. Je ne peux pas dire que c'est seulement haïtien. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je ne pense pas, parce que quand tu vois l'argent qu'ils dépensent pour des armes pareilles, que je n'ai jamais vu de ma vie, hein, je n'ai jamais vu ça. Les containers d'armes qui arrivent en Haïti pour pouvoir armer tous ces gangs, écoute, il faut des millions et des millions. D'où ça vient? D'où ça vient? On ne connaît pas le plan, peut-être qu'un jour on saura ce que c'est. Mais pour le moment, on ne saisit pas trop la chose. Non, on ne saisit pas. Vraiment. Sibylle, dans cette destruction massive de notre jeunesse, de notre pays, de notre patrimoine, toi, Sibylle Denis, toi, tu as décidé de faire en sorte qu'on n'oublie pas tout ce beau monde, tous ces artisans, mais non pas artisans, mais tous ces artisans, designers, ces gens-là qui travaillent avec le cœur, tu as décidé de faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Ouais. Et pour cela, tu as mis en place un projet énorme. Parle-nous de ce projet énorme, Sibylle, qui va déboucher sur un très, très, très beau livre que je conseille à tous. C'est gentil. Tu sais, avant d'arriver à ce livre, il faut que je te dise que ce n'est pas venu comme ça. On parlait de mes parents. Ma mère est détentrice d'archives exceptionnelles, de partitions de nos compositeurs haïtiens. Et bon, mon père et ma mère, hein, pareil, hein, tous les deux, ont été deux personnes qui ont fait de la préservation de patrimoine depuis mon enfance. Tous les concerts, tous les artistes qui sont passés à la maison ou pas, mon père a fait toute cette discographie, ces bandes magnétiques avec tous ces événements enregistrés. Depuis, je dirais, depuis 1964. Donc tu t'imagines, ça c'est un gros patrimoine. Dieu merci, c'est vrai, on a eu 2 déchoucages, 2 mises à sac qui ont ravagé une grande partie de ce patrimoine. Je parle de la boîte à musique. Mais je peux dire que, ayant travaillé côte à côte avec mon père, Patrick Audin a été la personne qui maintenant a repris le flambeau et qui est détenteur de ces trésors. Du côté de ma mère, comme je te dis, ce sont les partitions de musique de Justin Hully, de Ludovic Lamotte, de Jäger Aubert, donc qui était un expatrié, donc qui a vécu en Haïti et qui a beaucoup composé. D'ailleurs, c'est grâce à ma mère que ses enfants ont pu récupérer ce patrimoine, parce que quand il est décédé, toute la famille est partie aux États-Unis et ils ont laissé la malle pleine d'archives et de partitions à mes grands-parents. Et c'est quand ma mère est revenue de France qu'elle a vu cette malle au trésor et qu'elle a dit c'est pas possible, il faut. En plus il y avait les termites qui commençaient à aller. Donc elle a fait un travail incroyable et elle a pu sauver les partitions de justesse. Et quelques années après, les enfants sont venus remercier ma mère d'avoir pu sauvegarder ce patrimoine. Et maintenant, je pense que c'est aussi digitalisé, parce que toute cette partition, dont la Dessalinienne, hein,
ma mère détenait tout ça. Hein? Dessalinienne, Boyer et Justin Lérisson. La musique de Boyer et Justin Lérisson. On n'aurait pas eu ça, hein? On n'aurait pas eu ce sens de préservation du patrimoine, on n'aurait plus ces partitions qui, pour la plupart, sont des partitions manuscrites. Donc, ma mère, c'était les partitions de musique, mon père, c'était la musique enregistrée. Donc, j'ai toujours eu voilà, ce sens de préservation du patrimoine culturel, pas bâti, parce que évidemment, ça serait trop vaste de parler de tout ça, bien que ça m'intéresse au plus haut point. Dès que ça touche au patrimoine, j'ai la chair de poule, tu vois, j'ai la chair de poule. Mais encore une fois, ayant grandi avec tous ces peintres, tous ces écrivains, ces poètes, ces artistes, tous azimuts qui circulaient à la maison tout le temps, je fréquentais beaucoup le centre d'art aussi, hein, avec Francine Murat, la directrice que je connaissais très bien, et puis tous ceux qui fréquentaient aussi le centre d'art. Et j'étais petite, mais le centre d'art était sur mon chemin de l'école. Alors, très souvent, je m'arrêtais au centre d'art pour visiter tous ces artistes et ces artisans que j'ai très bien connus, qui sont maintenant de grands artistes et que j'ai côtoyés, qui m'ont connu aussi, qui m'ont beaucoup encouragé parce que je leur amenais des fois des petits sketchs, etc. Et je me rappellerai toujours de Murat Brière, de Gestera Armand, de Michel Manuel, de Bernard Séjourné, il y en a tellement de Luc Néer-Lazare, avec qui j'ai un petit peu travaillé, de Tiga, et tous les peintres de Saint-Soleil. Pour te dire, c'est grâce à eux que j'ai été, tu vois, je fais du coq à l'âne, mais c'est ce qui m'a vraiment beaucoup incité à faire des études de beaux-arts, plus que la musique. Parce que j'étais fascinée par tout ce cheptel d'artistes magnifiques qu'il y avait au Centre d'Art à l'époque. Et tu vois, je perds le fil. Comment tu en es arrivée avec ton... Oui. Alors, évidemment, j'aurais aimé faire des livres sur la peinture haïtienne. Il y en a eu. Mais la peinture haïtienne, c'est infiniment vaste. Tu as l'école de Jacmel, l'école du Cap, l'école de la peinture vaudou, tu as l'école de la beauté, tu as l'école Saint-Soleil. J'aurais adoré. Mais pour ça, il faut des sous. Il faut des sous. Je ne dis pas qu'il n'en a pas fallu pour le livre sur les designers, les créateurs d'Haïti, mais disons que c'était un projet qui était un petit peu moins ambitieux que de faire un livre sur l'art haïtien, qui est énorme, que j'aurais adoré faire, ayant côtoyé tous ces extraordinaires artistes. Mais j'ai pensé que faire un livre sur ces créateurs qui sont dans la lumière, qui font un travail extraordinaire du cœur à la main, il fallait qu'ils soient connus. Il fallait un répertoire qui les fasse connaître au monde entier, puisque c'est une face encore cachée de notre pays et c'est une partie de notre patrimoine qui est en train de se perdre. Donc il fallait absolument un document écrit pour mettre en lumière tous ces savoir-faire et ces métiers d'art qui sont pour la plupart uniques dans la Caraïbe. Comment vas-tu procéder, Sybille Denis-Touad? Parce que dans ton livre, qui est un beau livre, je ne vais pas me déplacer, mais je pense que tu vas le prendre pour le présenter. Tu veux le montrer? Oh bah on va, autant qu'à faire. Voilà. Alors il faut que j'enlève ça. Bon, c'est pas grave. On laisse. Voilà. Alors, je vais te le passer tout à l'heure. D'accord. Cela s'appelle Haïti créateur de rêve. Oui. Et design, et je ne vois pas très bien, métier d'art et objets. Mode et objets. Oui. Alors, ça veut dire que tu es parti sur le design. Oui. Sur le métier d'art, sur la mode et les objets. Oui.
Donc il a fallu trier, choisir, où tu as mis tout ce que tu trouvais sous la main dans ce très beau livre qu'on va présenter, que je te laisse présenter voilà. toi-même Voilà. aux gens. Et bon, on va le présenter de plus près tout à l'heure. Oui. Comment tu vas procéder pour choisir les créateurs, les designers? Parce que certes, on ne les connaît pas, mais au final, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon. Il y en a énormément, je n'ai pas pu tout mettre, j'ai dû faire une sélection d'une centaine d'artisans d'art, de créateurs. Je n'ai pas voulu faire artisanat parce que il faut faire le distinguo entre l'artisanat et l'artisanat d'art, qui est un artisanat qui est reconnu. C'est toujours du fait main, mais il est un petit peu plus, c'est pas de la production de masse, comme l'artisanat touristique qu'on voit, un objet qui est répété 20 millions de fois, exactement. Donc il fallait faire le distinguo. Et ce livre fait la lumière justement sur chaque section du livre, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a déjà un petit historique. J'ai voulu faire un petit historique sur l'artisanat et comment est né le design de cet artisanat. Très important, parce qu'à l'époque, c'est vrai, il y avait un artisanat un peu foisonnant dans les années 50, qui a été déjà, les débuts, c'était des étrangers qui étaient en Haïti, qui ont travaillé avec certains artisans locaux et pour l'exportation. Et au fur et à mesure que ça se développait, eh bien, les exportateurs ont dû faire appel à des concepteurs. Et c'est de là qu'a commencé le design. Parce qu'il fallait tout le temps se réinventer. Tu ne pouvais pas tout le temps pour l'exportation faire les mêmes articles. Il fallait se réinventer. Et je raconte tout ça dans la première section du livre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a eu un gros travail qui s'est fait avec les galeries aussi, les galeries d'art. J'en ai beaucoup parlé. Et après cet historique donc sur les débuts du design, donc l'artisanat, c'est parti ça a commencé par l'artisanat de masse pour évoluer vers un artisanat beaucoup plus qualitatif et comme ça on a eu un succès fou. Surtout dans la Caraïbe, on exportait partout. En Allemagne, en France. C'était vraiment une période extrêmement importante pour le développement du design, de l'artisanat et du design. Les ateliers de fabrication, tout ça. Ça a été extraordinaire dans les années 70, je dirais, jusqu'à 90, où avec les coups d'État, alors là ça a été la catastrophe totale. Je raconte cette belle histoire parce qu'il y a des choses fantastiques qui sont nées de cette période. Et après, je passe donc au mobilier, au luminaire, tout ce qui est design d'intérieur. J'ai une autre section aussi du livre, une autre section qui parle d'objets, de beaux objets qui sont fabriqués à partir de nos ressources naturelles. Ça veut dire notre bois, des pierres de rivière, du matériel recyclé. Et puis l'autre métier d'art aussi. Alors je fais le distinguo parce qu'après, dans le livre aussi, j'ai pour voir la différence entre ce qui est l'artisanat d'art, le métal découpé d'art et les objets en métal découpé qui ne sont pas des œuvres d'art, mais il faut faire le distinguo parce que très souvent on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qu'il... On ne fait pas la distinction entre les deux et c'est important un livre comme ça pour que
le public sache qu'il y a une grande différence entre les métiers d'art et ce qu'on voit sur la rue de Bourdon ou je sais pas où voilà, et c'est pas du tout la même chose. Alors pour que les gens comprennent mieux, c'est-à-dire, c'est comme si là, toi, tu crées ton collier, oui, tu le fabriques, et puis pour que les gens puissent bien comprendre quand on parle d'artisanat d'art et d'artisanat tout simplement, ou qui aurait un autre nom, c'est-à-dire que quelqu'un va multiplier ton travail, pendant que toi, tu l'as fait de cette façon-là, avec 4 branches, et qui vont... Ben justement, c'est pour ça qu'ils sont reconnus. C'est qu'une fois qu'ils sont reconnus, très souvent, bon, il y en a qui sont copiés, ça c'est sûr, mais mal copiés. Donc on voit tout de suite la différence. C'est pour ça que tout de suite, dès qu'il y a un talent, le centre d'art, puisque maintenant il n'y a que le centre d'art maintenant qui est actif et focal aussi, enfin des fois qu'il y a quelques expositions, ils sont tout de suite mis en lumière, et aussi ils voyagent beaucoup. Ça veut dire que comme ils sont reconnus aussi à l'étranger, on voit tout de suite la différence entre un bon artiste de métal découpé et les artisans qui font de la répétition. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et puis il y a beaucoup de créativité aussi. Il y a des choses que même les autres n'arrivent pas à reproduire, hein, parce que s'il y a des détails infinis qui sont extraordinaires. Et comme autre métier d'art, nous avons les drapeaux vaudous. Donc je parle aussi des drapeaux vaudous, de l'origine des drapeaux vaudous, tout ça, je ne peux pas parler de tout ça, ça prendrait des heures, mais nous avons des artistes vraiment exceptionnels qui sont aussi dans des musées Smithsonian un peu partout dans le monde, et je voudrais dire aussi que beaucoup de ces photos que j'ai pu récupérer, qui sont dans le livre, m'ont d'ailleurs été données avec le consentement de ces musées avec qui j'ai collaboré pour faire le livre. Donc je voulais te demander justement, comme dans un pays où les archives, toutes les transmissions sont orales, ou même des fois la famille ne se rend pas compte qu'il a un super artiste, donc on accorde très peu d'importance au travail de « oh il est fou bon, voilà, on met ça de côté, encore ça peut être même jeté directement ». Comment as-tu fait pour avoir, à part la contribution des musées, je crois que tu as rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Comment ça s'est passé? Bon, c'est un projet que j'ai commencé en 2016. Donc tu t'imagines, c'est presque 10 ans. Et les gens n'accordaient absolument aucune importance à ce que je faisais. Ils pensaient que je racontais des bobards, que je faisais ça pour faire... Voilà, je ne sais pas, pour faire bien ou je ne sais pas quoi, ce qu'ils avaient dans leur tête, mais il y en a très peu qui y croyaient. Et j'ai eu des cas vraiment qui m'ont fendu le cœur, comme par exemple pour Max Eval, que j'ai beaucoup côtoyé dans ma jeunesse, et qui habitait un petit peu plus haut que chez mes parents, donc on allait souvent chez lui. Eh bien, il faisait tout son mobilier, il a inventé, c'est lui qui est l'inventeur du Baneco. Ça veut dire ce qu'on fait avec la peau de banane séchée. Il faisait des luminaires magnifiques, il faisait des chaises. C'est lui qui a inventé aussi les chaises très fines haïtiennes, tissées aussi, hein, le tissage, mais avec le dossier très haut et très fin, très raffiné. Il faisait des choses en bois magnifiques, des mobiliers modernes, etc., etc. Quand j'ai demandé à sa fille de me donner quelques photos pour le livre, elle m'a dit, mais je n'ai pas de photos, du tout. Et puis, après, elle m'a dit, peut-être ma fille, demande à ma fille, peut-être qu'elle aurait des photos, on ne sait jamais. Et je vais voir sa fille, enfin la fille de la fille, et elle me dit, mais c'est toi qui me dis ce que mon grand-père savait faire. Je n'ai aucune idée. Absolument aucune idée de ce qu'il faisait. Donc pour trouver des images de ce que faisait Max Eval, ça a été terrible. J'ai beaucoup demandé autour de moi, personne n'a pu me donner quoi que ce soit.
Ça s'est passé aussi avec Raymond Ménos, la même chose. Geneviève, que je connais très bien, sa fille, elle m'a dit, mais je n'ai rien de mon père comme image, rien du tout. Si tu veux, tu viens chez moi, tu prends les photos de ce que j'ai, mais je n'ai pas d'archives. Et pourtant, heureusement, Maxence a pu trouver dans ses archives des photos, des images que j'ai pu rajouter dans l'édition 2025. Mais ça, c'est 2 histoires parmi des centaines, parce qu'il y a une centaine d'artisans ici, mais je peux te dire que ça a été très très compliqué de trouver des images de ce que faisaient leurs parents et que j'ai connu et que j'ai vu et qui étaient des succès magnifiques que je raconte d'ailleurs dans le livre. Ils n'ont absolument aucune. C'est devenu des histoires, mais qui n'ont pas d'image, sans image. Sans image. C'est triste. C'est vraiment très triste. Très triste. Et donc ça, c'est pour pallier à ces oublis qui se font de génération. Et puis ça se perd aussi. Donc il faut que notre jeunesse actuelle puisse avoir une idée. Et puis c'est pour ça que je te dis, dans chaque section du livre, j'ai aussi un petit historique, tu vois, sur les débuts de la mode aussi, qui sont très intéressants. J'ai appris plein de choses. Donc j'ai fait un petit historique de la mode. Dans la section bijoux, par exemple, j'ai fait un petit... Alors là, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires aussi, sur l'origine de notre bijouterie en Haïti, donc qui a été importée par une très grande américaine, une designer américaine qui avait épousé un Haïtien et qui a eu son atelier en Haïti. Tout ça, je l'explique là-dedans, je ne vais pas aller dans les détails, parce que c'est incroyable, absolument incroyable. Oui. Tu vois, en fait, ça a commencé avec tes parents, et toi, est-ce que en même temps, tu sensibilises tes enfants à la sauvegarde absolument du patrimoine, tu vois. Et je trouvais qu'il y avait un manque dans cette partie de notre patrimoine qu'il était inconnu, qu'il fallait absolument mettre en lumière. Donc pour moi, c'était ma mission. Il fallait que je fasse un livre pour mettre en lumière ce foisonnement, parce qu'il y en a plein de métiers, de savoir-faire qui sont inconnus. Et j'ai aussi inclus des designers, des créateurs de la diaspora, pour pouvoir justement établir un pont entre ces différents courants modernes, traditionnels, etc. Et ce qui commence à porter ses fruits maintenant, malgré la situation. Le travail a commencé en 2016. Tu vas pouvoir imprimer en 2000, la première édition. 2023. En 2023. Et tout a été vendu. Bon, c'était de l'auto-édition? C'est de l'auto-édition parce que je n'ai pas trouvé grand monde à me suivre dans ma folie. Parce que pour eux, j'étais un peu zinzin. Hein, donc, et puis, ils ne comprennent pas du tout ma démarche. Hein, ça, c'est sûr. Il y a très peu de gens à m'avoir suivi. Donc, c'est de l'auto-édition complète. C'est des fonds vraiment personnels. Parce que, voilà, ça coûte cher. C'est un beau livre. J'ai voulu qu'il soit bien, qu'il y ait un travail graphique superbe, la retouche, les retouches photos. C'est une œuvre de Claudia Aped et j'ai trouvé que cette œuvre était exactement celle qu'il fallait pour le livre, puisque elle utilise des méthodes, de travail, de conception du drapeau vaudou. Hein, et avec des designs contemporains. Donc ça allie tradition et modernité. Donc ce sont des techniques ancestrales qu'utilisent ceux qui font les drapeaux vaudous. Donc voilà, qu'elle a modernisé. Et j'ai trouvé que ça répondait tout à fait au concept du livre qui parle de créateurs. Là, en main, tu as la 2e édition. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
Ben justement, ceux qui n'avaient pas tellement cru en moi avec la première édition, n'est-ce pas, m'ont appelé pour me dire « Et comment ça se fait que je ne sois pas dans le livre, moi ?» Bon, c'est pas vrai. Bon, je veux pas trop... Non, bon, il y a eu un petit peu de ça, mais il y en a que j'avais pas pu trouver à l'époque, etc. Et que je pensais qu'il fallait absolument qu'il soit dans le livre aussi, qu'il soit connu, qu'il soit mis en lumière. Donc, je les ai ajoutés. Donc, il y a une 50aine de pages en plus dans l'édition 2025. Et j'ai aussi, voilà, plein de projets pour d'autres éditions à venir. Mais bon, il faudra vraiment que je trouve un mécène à ce moment-là parce que là, je suis un petit peu essoufflée. C'est beaucoup de travail. Les traductions, c'est en français et en anglais, les retouches photos, les photos à sélectionner. Et puis le travail de communication est énorme parce qu'il a fallu, même ceux qui... Bon, il y en a beaucoup qui me disaient, je n'ai pas de curriculum. Donc j'ai dit, tu sais, raconte-moi ton histoire par WhatsApp. Donc c'est comme ça que j'écrivais moi-même leur curriculum. Et puis, mais il y en a une, je me souviens, qui me disait, tu t'imagines, je n'ai même pas trouvé d'eau à acheter. Comment veux-tu que j'aille te parler de ma vie? Tu vois, il y a eu beaucoup de moments comme ça, de panique, qui font... Il y en a une autre, je me souviendrai toujours, qui m'a dit, mais pourquoi tu veux mettre mes créations dans le livre? Pourquoi? J'ai dit, si toi, tu ne veux pas pour toi, fais-le pour tes enfants et tes petits-enfants. Et tes arrière-petits-enfants. Pour la postérité. Mais il faut que tu sois dans le livre. Parce que tu fais des choses qui sont incroyables. Ah bon? Ah bon? Non. Eh ben dis donc, Sybille, oui. C'est tout ce beau travail que tu fais, actuellement il se trouve en France. Oui. Est-ce que tu nourris l'espoir un jour d'amener tous ces designers créateurs à une génération qui pour le moment est en... Il y en a... En veilleuse. En veilleuse. T'as compris que j'allais dire... Ah oui, en veilleuse. Tu rêves... Ah non, définitivement. Ça doit inspirer les générations futures. Tu vois, d'abord, il faut qu'ils se réapproprient leur culture parce que très souvent, ils ne savent... Bon, ceux qui sont dans le livre ne se connaissent pas entre eux, déjà, et d'une. Même moi qui ai fait le livre, j'ai découvert, je peux dire, 60% du livre, tu vois, en l'écrivant. Donc, j'aurais beaucoup aimé que, voilà, tous les déracinés déjà, il y a beaucoup de déracinés qui n'ont pas connu tout ce qu'il y a dans ce livre, tout ce que nous faisons, tout ce patrimoine qui est en train de se perdre et ces savoir-faire aussi qui doivent être connus et retransmis. Donc c'est vrai, la situation est très compliquée pour l'instant, mais il y a quand même 2-3 ateliers qui continuent à fonctionner. Donc ce livre doit être porteur d'espoir, définitivement. Ceux qui vont le lire et voir la richesse de notre patrimoine matériel et immatériel, ça va les inspirer pour continuer. En fait, ce livre, c'est la culture qui est porteur d'espoir. En fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. Définitivement. C'est l'une de nos plus grandes richesses. C'est notre art et notre culture. Si ce n'est pas notre plus grande richesse. Écoute, il y a beaucoup de pays qui ont quoi? Qui ont le pétrole, qui ont des industries, voilà. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui se vend le mieux à l'étranger? Qu'est-ce que tu vois partout dans la Caraïbe? C'est notre artisanat. Il n'y a que de l'artisanat haïtien qui est vendu dans toute la Caraïbe. Tu vas à Curaçao, tu vas jusqu'à Curaçao, tu vas dans les Antilles, etc. Chez nos voisins, ils mettent made in ou bien fait, je ne sais pas où, en espagnol ou en anglais, mais c'est de l'artisanat qui vient de chez nous. En fait, ils s'accaparent de toutes nos richesses que nous ne pouvons pas nous-mêmes exploiter. Donc, les pays, comme je disais, sont industrialisés ou bien qu'ils ont le pétrole, etc. Nous avons notre art et notre culture. Et ceux qui ne comprennent pas ça,
C'est ça notre pétrole. C'est ça notre richesse. C'est ça notre richesse. C'est notre patrimoine bâti, notre patrimoine matériel et immatériel. Merci Sybille. C'était un plaisir, vraiment. Merci à tous ceux qui vont regarder cette interview. Et merci à toi Sybille d'être passée par ici. C'est un plaisir et on espère te revoir parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Ah oui, merci. C'est moi qui vous dis merci. Vous faites un travail formidable parce que vous aussi, vous faites un grand travail pour la préservation de notre patrimoine et de notre culture. Et ça n'a pas de mots, ça n'a pas de prix.